Bonjour, cher rebelle capitaliste. J'espère que vous allez bien. Nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Ed Dowd, anciennement de BlackRock ou BlackRock. Je devrais le savoir. Je vais vérifier dans un instant. Mais l'un de mes experts préférés, commentateur de marché, avertit d'une récession profonde. Nous devons donc vraiment prêter attention à ce qu'Ed dit. Vraiment, vraiment, un gars intelligent. Nous allons entrer dans les détails dans un instant. Également, dans le cadre de la récession, un expert bancaire est intervenu dans un podcast que j'apprécie beaucoup l'autre jour et parlait de la façon dont il prévoit un ralentissement dans le secteur immobilier. Donc, ce que j'ai fait, c'est, croyez-le ou non, quelques recherches et j'ai vérifié ce que représente le marché immobilier en pourcentage du PIB. Parce que nous entendons Warren Buffett parler de l'indicateur de Buffett tout le temps. C'est essentiellement la capitalisation boursière du marché des actions par rapport au PIB. Eh bien, c'est surévalué, sous-évalué, etc. Eh bien, je voulais faire la même chose pour le marché immobilier. Cela ne veut pas dire que c'est le même concept qui vous indique que le marché immobilier est sous-évalué, surévalué ou autre. Évidemment, je ne sais pas si la même corrélation serait vraie, bien que je pense qu'il y ait un certain chevauchement. Ce que je fais, c'est regarder cela à travers le prisme de l'importance du marché immobilier américain pour l'économie américaine. Le marché immobilier aux États-Unis, économie. Ici aussi, nous avons Michael Saylor qui lance sa nouvelle entreprise nommée Street, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont une nouvelle stratégie Bitcoin, et je pense qu'il vaut la peine d'analyser dans la mesure où nous le pouvons. C'est très compliqué et plutôt complexe, mais je pense qu'au moins, indépendamment de votre opinion sur Michael Saylor ou sur ce que sa stratégie vise à faire, c'est fascinant. Vraiment, des choses très intéressantes auxquelles je pense que nous devons prêter attention, surtout si vous êtes préoccupé ou intéressé par le prix du Bitcoin en 2025. Ensuite, le marché est en forte hausse aujourd'hui, mais je pense que ce qui est plus significatif, c'est pourquoi il est en hausse. Et allons-nous voir plus ou moins de cela à l'avenir? Et est-ce juste un rallye de contre-tendance ou est-ce un nouveau marché haussier où nous allons revenir à des sommets historiques? Très bien. Alors, allons-y, les gars, tout d'abord. Et nous allons passer à zéro hedge. Ed Dowd craint une récession courte, mais profonde à venir, alors que Doge expose une fraude choquante qui a soutenu l'économie de Biden. Et je pense que, vous savez, j'aime vraiment écouter Ed. Et je vous recommande fortement, je crois qu'il est sur Twitter, mais de le suivre où qu'il soit. Et je vais lui faire un clin d'œil ici avec son site web, financetechnologies.com. Vous devez aller voir ça. Donc, ancien gestionnaire de fonds de Wall Street et, juste par curiosité, personnel, où Ed a-t-il travaillé? Je pense à BlackRock. Voilà, c'était soit BlackRock, soit BlackRock. Oui, BlackRock. D'accord. Les enquêteurs ont découvert 115 milliards jusqu'à présent, avec des centaines de milliards supplémentaires à révéler, a-t-il dit. Les deux parties sont coupables, ce qui, je suis entièrement d'accord. Là, les révélations sur Doge sont stupéfiantes. La manière évidente dont le gouvernement dépensait de l'argent à travers des ONG et des personnes prenant des pots de vin et des profits. En gros, ce qu'il dit, c'est que si cela disparaît, c'est une bonne chose, mais à court terme, vous êtes. Cela va probablement impacter la demande globale car c'était une composante si importante de l'économie américaine, aussi triste que cela puisse être. Donc, Ed a écrit un article que vous pouvez à nouveau trouver sur son site web. Et c'est ce rapport, il a dit, nous avons été surpris de voir à quelle vitesse Doge se mettrait au travail. C'est pourquoi notre thèse se déroule un peu plus rapidement qu'il ne le pensait. Le marché immobilier était sur un terrain fragile l'année dernière, donc il a été soutenu par des immigrants illégaux qui maintenaient les taux de loyer. Ouais, je ne sais pas si je serais trop d'accord avec ça. Donc, à mesure que cela se défait, nous pensons qu'il y aura de nombreux problèmes immobiliers comme en 2008-2009. Les prix de l'immobilier vont baisser. C'est un facteur important de la consommation aux États-Unis économique. Et je suis d'accord. Et nous allons aborder le nouveau Buffett. Nous l'appellerons l'indicateur immobilier Gammon. Dans un instant,
Cela doit se produire parce que l'accessibilité au logement est hors de contrôle. Vous savez, c'est l'inconvénient de la hausse des prix de l'immobilier. Tout le monde pense que, oh mon Dieu, vous savez, nous voulons toujours que les prix des actifs augmentent, toujours plus haut. C'est si vous êtes un vendeur ou si vous possédez des actifs, oui. Mais si vous essayez d'acheter des actifs, ce qui représente une grande partie de la société américaine, alors, vous voulez des prix plus bas. Vous ne voulez pas de prix plus élevés. Nous avons toujours tendance à évaluer si c'est mauvais ou bon à travers le prisme des personnes qui possèdent déjà les actifs. Donc, Doubt voit également une récession arriver alors que le gouvernement réduit ses effectifs. La confiance des consommateurs a plongé. Absolument vrai. Il y a entre 10 et 15 millions d'immigrants illégaux inquiets que le train de la sauce arrive à sa fin. Oui, je veux dire, qui sait ce qui est arrivé à ces gens? Je raconte toujours l'histoire de quand je passais du temps à Nogal du côté mexicain. Et pour faire court, il y avait un gars que je connaissais là-bas. Et il me racontait comment il avait traversé la frontière il y a quelques années ou quelque chose comme ça. Et il a obtenu comme cette carte. Et au départ, il est allé chercher la carte illégalement, d'ailleurs, pour obtenir comme un paiement de $2000 ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça pour les personnes traversant la frontière pour une raison quelconque, quel que soit le programme gouvernemental en cours à l'époque. Et d'accord, il dit qu'il a été censé initialement obtenir juste un paiement de $2000, comme une carte de débit prépayée de $2000 ou quelque chose comme ça. Mais il a dit chaque mois, le gouvernement ajoute $400 de plus. Et c'est incroyable. Je reçois juste $400 gratuits chaque mois. Et il n'est même pas aux États-Unis. Il est retourné du côté mexicain. Et il reçoit toujours les $400 ou peu importe chaque mois. Alors, qui sait? Je veux dire, que se passe-t-il? Et je pense que le point de vue d'Ed est que, espérons-le, s'ils parviennent à élucider cela, ce sera une bonne chose. Mais cela réduira probablement les dépenses de manière assez significative, peut-être plus au Mexique qu'aux États-Unis. Dowd aime l'or comme actif principal. Cela a du sens. Il dit que les problèmes liés aux tarifs sont exagérés. Oui, donc je n'aime pas les tarifs d'un point de vue économique. Ça, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec lui que la façon dont les médias traditionnels le présentent est exagérée. Écoutez, je pense que c'est un impact négatif net. Est-ce que je pense que c'est catastrophique? Attendez. Comme les médias traditionnels vous le font croire, non. Allez. Mais je suppose que cela dépend du degré auquel ils sont appliqués. Je veux dire, si vous me disiez, hey, il va appliquer un tarif de 200% sur tout ce qui entre aux États-Unis, d'accord, là on parle de catastrophique. Mais il ne propose même pas ça. Et je pense que la plupart de ce dont il parle ne va vraiment pas se réaliser. Il l'utilise plutôt comme une tactique de négociation. Et dans ce cas, je pense que c'est un bon outil. Plus à ce sujet, dans le dernier sujet de discussion ici sur ce live stream, le Dow voit la déflation et peut-être à court terme, mais une récession profonde avant l'inflation. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Peut-être la déflation. Je ne sais pas. Certainement la désinflation. Je ne serais pas surpris si, au cours des 6 prochains mois, un an, le CPI officiel passe en dessous du taux des fonds fédéraux ou, excusez-moi, en dessous de l'objectif de 2% de la Fed. Est-ce que cela deviendrait réellement négatif? Je veux dire, si les planificateurs centraux se retirent et laissent simplement le marché libre fonctionner. Absolument. Je pense que nous aurions de la déflation. Absolument. Mais je pense juste qu'ils ressentent vraiment Greenspan. Ils ont été, et plus, ils ont eu de plus en plus la gâchette facile, si j'utilise ce terme correctement, où à la vue de mauvaises nouvelles, ils font immédiatement quelque chose, n'est-ce pas? Au point que pendant la maladie cervasienne, je veux dire, c'est comme 2 semaines après et ils, bam, viennent à la rescousse. Donc, je ne sais pas. Je suppose qu'il y a 2 questions. Combien de temps leur faudrait-il pour réagir à, disons, un événement de type récession? Et ensuite, quelle serait l'efficacité de leur programme? Parce que c'est quelque chose que les gens supposent toujours, oh, eh bien, nous avons un soutien de la Fed. Peut-être, oui. Je veux dire, nous n'en avons pas vraiment eu un pendant la maladie cervasienne. Pour moi, c'est une idée fausse de ce qui s'est passé.
Si vous revenez en arrière et regardez réellement l'histoire, et je sais qu'il y a des rapports à ce sujet chaque jour, quand le soutien de la Fed est venu à la rescousse, le marché leur a essentiellement fait un doigt d'honneur. Le marché a continué de baisser même après que la Fed soit tombée à 0%. Et souvenez-vous quand ils ont annoncé jusqu'à genre $1 trillion par jour en repo et toutes ces choses, et QE illimité ou QE pour toujours. Et le marché a continué de baisser. Le marché n'a vraiment rebondi que lorsque nous sommes intervenus avec le fiscal. Donc, avec Doge et Elon et Trump et tout ce qui se passe, à quelle vitesse? Le gouvernement répondra-t-il avec le fiscal? Je ne sais pas. Cela prendra plus de temps que je ne le supposerais si Kamala Harris ou Joe Biden étaient en fonction. Mais c'est juste quelles sont les probabilités, n'est-ce pas? Je veux dire, combien de douleurs? Donald Trump serait-il prêt à supporter avant d'intervenir et de trouver une excuse pour expliquer pourquoi dans ces circonstances? Et la façon dont il va augmenter la taille du gouvernement ou faire des dépenses fiscales ou des dépenses de déficit fiscal va être fantastique et génial. Et la meilleure chose que vous ayez jamais vue. Alors que si Joe Biden le faisait, eh bien, c'est le pire président de l'histoire de l'humanité. Donc, vous savez, la façon dont Trump aime le présenter là-bas. Mais mon point est que plus il attendait pour mettre en œuvre le fiscal, je pense que plus la probabilité de déflation est élevée, vous obtenez une récession. Et plus leur réaction instinctive est forte, alors je pense que je penche plus vers la désinflation. Je ne vois pas un environnement où vous avez une récession, surtout une récession profonde, qui est inflationniste. C'est-à-dire non pas que nous ayons des augmentations des prix à la consommation, mais que vous ayez une accélération de l'IPC. Donc, en cas de récession, évidemment, nous ajustons pour le taux d'inflation là-bas. Donc, en termes réels, nous avons une contraction du PIB sur 2 trimestres consécutifs, tandis que nous avons une flambée du chômage alors que l'IPC passe de 2,8 à 3 à 5 à 7. Et la raison pour laquelle je ne vois pas cela comme une forte probabilité est que si vous retournez même aux années 1970, toutes les récessions que nous avons eues étaient toutes désinflationnistes. Aucune d'entre elles n'était inflationniste où l'inflation augmentait ou s'accélérait réellement. Ensuite, il parle de comment cela serait un avantage pour les États-Unis de rester en dehors de tout conflit. Je ne pourrais pas être plus d'accord là-dessus. Donc maintenant, il parle d'un événement signe noir. C'est intéressant. Je n'avais pas vu cela auparavant. Pour un autre événement, signe noir est une crise monétaire de la Banque du Japon. Et aussi quelque chose qui se passe avec l'Iran au Moyen-Orient. Les événements, signe noir augmentent le risque. Difficile à prédire par définition. Et puis voici son nouveau rapport que vous pouvez combattre. C'est le danger d'un monde profond. Récession mondiale en 2025. Et vous pouvez le trouver sur Finance, Eplepi, technologies.com. Et puis je suppose qu'il y a un livre intitulé Cause inconnue. Et vous pouvez le trouver, j'en suis sûr, sur son site web. Alors maintenant, allons voir ce nouvel indicateur. Et encore une fois, je ne sais pas si je l'utiliserai vraiment de la même manière. Comme vous utilisez l'indicateur Buffett pour savoir si la capitalisation boursière de l'actif, XXXM, est surévaluée ou sous-évaluée. Bien que je pense qu'il y aurait une certaine corrélation entre le marché immobilier et les États-Unis. Économie, moi, en tant que en référence à savoir si le marché immobilier était surévalué. Mais je ne le regarde pas sous cet angle, juste pour être clair. Quoi? Je soulève cela parce que je veux l'examiner sous l'angle de l'importance du marché immobilier pour l'économie globale. Mais vous savez, je suppose que vous pourriez également regarder l'indicateur Buffett de cette manière, n'est-ce pas? Je suppose que vous devriez regarder, vous savez, s'il est à 200 du PIB ou peu importe ce qu'il est en ce moment. Et puis, combien de ces investisseurs particuliers possèdent des actions? Quel pourcentage de leur valeur nette? Cela représentait. Mais je pense que c'est juste une sorte de proxy général. Vous pourriez tirer certaines conclusions. Là-bas, c'est sûr, mais passons en revue les termes nominaux du PIB ici, les gars. Et je veux. Commençons par où nous étions. Revenons à l'année 2000. Donc, juste en 2000, 2001, le PIB était de 10 trillions. 10 trillions. Alors maintenant, regardons ce graphique. Il va, je ne mets pas l'année ici, c'est bien. Mais nous pouvons voir que cela va de 2000 à 2024, la fin de 2024. Donc vers 2000, c'est environ 10 trillions.
Donc, à peu près pareil, environ 100%. Et puis, quand nous arrivons au sommet de la bulle immobilière, disons en 2006, le marché immobilier et ses résidentiels, juste pour être clair, l'immobilier résidentiel, juste autour de, disons, 23 trillions. Alors maintenant, regardons ce qu'était le PIB. Ah, voilà. Donc maintenant, vous voyez que les prix des maisons accélèrent beaucoup plus vite que le PIB. Donc, juste, pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, juste ici, le marché immobilier était à peu près égal. Donc, je suppose que vous diriez 100% du PIB, les deux, à 10 trillions. Puis nous avançons rapidement jusqu'en 2006 et nous sommes autour de 13-14 trillions du côté du PIB de l'équation. Mais nous sommes montés à 23 trillions. Disons-le ainsi. Voilà. Vous avez eu une augmentation massive là-bas. Vous avez eu une augmentation de, disons, 13 trillions de dollars sur le marché de l'immobilier résidentiel. La capitalisation boursière, si vous voulez, la valeur totale. Et vous n'avez eu que une augmentation de, disons, 3 ou 4 trillions de dollars du PIB. D'accord. Alors, avançons rapidement. Jusqu'à aujourd'hui, car je veux comparer cela avec 2000 et 2006 pour des raisons évidentes. Et nous sommes juste autour de 30 trillions pour le PIB, 3-0. Voyons où nous en sommes. Donc, en termes de marché immobilier, nous sommes, oui, donc il semble que nous soyons juste à 50 trillions. D'accord. Donc, j'ai presque échoué au lycée, comme la plupart d'entre vous le savent. Donc, je vais devoir utiliser la calculatrice. Comment devrions-nous faire cela? Donc, nous faisons juste en 2006. Nous étions à 22 trillions en... D'accord. Donc, si nous étions à 22 trillions divisé par, disons, 13, donc nous sommes juste à 1,6. Donc, ce que nous ferions maintenant, c'est que nous sommes à 50. Oh, 1000 milliards. Eh bien, je peux déjà vous dire, c'est plus. Donc maintenant, nous sommes à 50 divisé par 30. Oh, eh bien, à peu près pareil. À peu près pareil. Pas que ce soit réconfortant. Parce que nous sommes au même niveau qu'au sommet de la plus grande bulle immobilière que nous ayons jamais vue et aux États-Unis. Donc, voilà. Et je suppose que mon point principal serait, peu importe la précision de ce calcul, tout est une question de concept, n'est-ce pas? Pensez à l'importance de l'immobilier pour les États-Unis. Économie en 2006, juste avant la crise financière mondiale. Et si vous voulez connaître la réponse, il vous suffit de repenser à 2009 à 2012 et de vous demander comment était l'économie à cette époque. Et pour les plus jeunes qui ne s'en souviennent peut-être pas, je m'en souviens bien. Et c'est juste toutes ces anecdotes, comme essayer d'obtenir une réservation pour un restaurant, 2009-2012. Vous n'aviez pas besoin de réservation. Les restaurants étaient relativement vides. Je me souviens avoir mis une annonce sur Capitalist en 2012 pour la construction, juste comme des bricoleurs. En une heure, j'avais 100 CV. Vous avancez jusqu'en 2015, 16, 17. J'ai passé exactement la même annonce. Je ne me souviens pas exactement de quelle année c'était. Exactement la même annonce. Et en 3 jours, je recevais 2 CV. C'est la différence. Donc, mon point est, c'était clair comme de l'eau de roche pour quiconque prêtait attention à quel point le marché immobilier était important pour les États-Unis. L'économie, juste avant la crise financière mondiale quand tout a éclaté. Et en fin de compte, nous sommes à peu près au même niveau. Exact maintenant. Je dirais que même si ce ratio est similaire, nous pourrions être encore plus dépendants des prix des actifs parce que depuis 2019 et la réponse du gouvernement à la maladie de la cerveza, surtout pour les classes pauvres et moyennes, nous avons vu leur pouvoir d'achat diminuer. Je dirais que le pouvoir d'achat des classes pauvres et moyennes, même en excluant les actifs, était meilleur ou plus élevé en 2006 qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, je pense que lorsque vous ajoutez cette variable, je pense qu'il y a un argument solide sur comment nous serions encore plus
dépendant. Encore une fois, cela n'inclut même pas le marché boursier. Quand vous incluez cela dans le mélange, c'est, comme je dis toujours, c'est l'économie est complètement inversée. Vous avez juste cette pyramide inversée et le bas n'est que les prix des actifs et tout est un peu en équilibre sur ces prix des actifs. Et curieusement, quand vous regardez le marché boursier, ce n'est même pas le marché boursier parce que le marché boursier, c'est le Mag 7 et le Mag 7, c'est Nvidia. Donc, je veux dire, on pourrait soutenir que l'ensemble des États-Unis, l'économie tourne autour des Mag 7 et du logement. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que maintenant, je veux encourager chacun d'entre vous à écouter un épisode de podcast, un excellent podcast, ici même, de Monetary Matters. C'est Jack Farley qui le dirige. Il était auparavant avec Real Vision, un très bon intervieweur et un il n'a pas vraiment de parti pris. Il essaie vraiment de comprendre en profondeur ce que chaque interviewé discute, quels sont leurs principaux points de discussion. Très bien. Donc, je le recommande fortement. Cependant, Jack, si tu écoutes, prends-le d'un gars qui est plutôt bon sur YouTube, c'est-à-dire moi. Tu dois travailler sur les miniatures, mon ami. Les miniatures sont trop chargées. Les miniatures sont beaucoup trop chargées. Merci. Allège les miniatures, mon pote, et tu vas obtenir beaucoup plus de vues parce que ton contenu est fantastique. Mais de toute façon, il vient d'interviewer un gars nommé Chris Whalen, qui est un expert bancaire. Et vous pouvez voir le titre ici. Une vague de saisie arrive. Maintenant, il n'est pas un expert du marché immobilier, mais il est un expert en hypothèque, en l'examinant à travers le prisme du système bancaire, des titres adossés à des hypothèques et autres. Et son argument est que maintenant que nous avons Trump au pouvoir, Doge, Elon et tout le reste, ils vont s'efforcer de retirer le gouvernement du secteur privé. Eh bien, quel secteur privé ou quel composant du secteur privé est le plus fortement subventionné par le gouvernement? Ce serait le logement. C'est le logement. Et vous dites, Georges, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Comment reliez-vous ces points? Parce que, tout d'abord, l'hypothèque à taux fixe sur 30 ans. La plupart des pays n'ont pas cela. Pourquoi? Parce que c'est une perte d'argent. La banque ne ferait jamais cela parce qu'il y a tout simplement trop de risques d'inflation à long terme. C'est pourquoi ce n'est pas vraiment un prêt de marché libre. Il doit être subventionné ou garanti par le gouvernement, c'est-à-dire le contribuable. Vous voyez? Et si vous allez dans d'autres pays, le Canada, l'Australie, etc., vous ne trouverez pas d'hypothèque à taux fixe sur 30 ans parce que cette hypothèque sera probablement inscrite au bilan de la banque. Et si elle est sans aucune garantie, il n'y a aucun moyen. La banque va le faire parce qu'il y a trop de risques et elle va très probablement perdre de l'argent dessus. Donc, c'est l'une des raisons, juste l'une des raisons. Et puis, vous avez la FHA et tous ces autres programmes du gouvernement pour inciter à l'accession à la propriété. Ironiquement, n'est-ce pas? Parce que cela incite simplement à la hausse des prix des maisons. C'est sûr. Mais la hausse des prix des maisons élimine en grande partie beaucoup d'acheteurs, même avec ces programmes qui sont censés encourager, disons, une plus grande accessibilité à la propriété. Tout ce qu'ils font, c'est faire monter les prix et les rendre moins abordables sur le long terme. Mais encore une fois, le point de Chris est que l'administration Trump, Elon, Doge vont faire de leur mieux pour sortir le gouvernement du marché immobilier. Et s'ils retirent le gouvernement du marché immobilier, la Fed n'achète pas de titres adossés à des hypothèques. Peut-être qui sait, peut-être qu'ils éliminent Fannie et Freddie. Peut-être qu'ils arrêtent de garantir le prêt à taux fixe sur 30 ans. Et donc, toutes les banques doivent faire ces prêts elles-mêmes et les garder dans leur bilan. D'accord. Maintenant, quels vont être les taux hypothécaires? Et alors, à quoi va ressembler le marché immobilier si vous ne pouvez plus obtenir un prêt à taux fixe sur 30 ans? La réponse est très différente et c'est pourquoi il voit un risque de baisse assez important, c'est-à-dire Chris. Donc, encore une fois, je vous recommande vivement d'écouter cette interview. Et d'ailleurs, elle a 17 000 vues, ce qui est très élevé pour la chaîne, ce qui vous montre à quel point cette interview c'était vraiment le cas. Et évidemment, cela s'accorde parfaitement avec ce que nous disions auparavant. Avec ce nouvel indicateur de logement, le gamut,
qui examine essentiellement la capitalisation du marché immobilier en pourcentage ou en relation avec le PIB, pour comprendre un peu la dépendance que nous avons aux États-Unis, l'économie, envers cette classe d'actifs. Malheureusement, ce sont vraiment tous les actifs. Salut les gars, j'aimerais inviter personnellement chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année, qui vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Elle vous aide à accroître votre liberté personnelle et votre autonomie, et elle vous aide également à augmenter la taille de votre réseau. En d'autres termes, vous avez l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes partageant les mêmes idées, des rebelles capitalistes comme vous. Elle se tient à Orlando le 23 mai jusqu'au 25. Les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Biden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets dès que possible et pour savoir qui interviendra au Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information privilégiée. Si vous achetez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez obtenir une réduction. Parce que plus nous approchons de l'événement, plus le prix des billets augmente. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebelcapitalistlive.com dès maintenant et obtenez vos billets. Et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai.